investisseurs en général que je croise, ils sont sur le Bon Coin le matin, etc. et à défiler des annonces. Sauf qu'en fait, les anomalies marché, elles ont pas été publiées sur le Bon Coin, soit elles ont été publiées pendant 20 minutes ou 1 heure et quelqu'un les a trouvées. Donc il faut être le premier. Et ensuite, ça va me le trier. Avec mon comptable, on communique en Dropbox. Ça va me le trier sur la Dropbox, dans le bon dossier de la SCI, dans le bon dossier d'exercice, donc exercice 2023 ou 2024 pour celui qui est en cours, et renommer la facture avec la date, le nom du fournisseur et le numéro de la facture. Et tout ça, c'est automatique. J'utilise aujourd'hui un certain nombre de données, d'aller rechercher des données DBF ou des données INSEE par exemple sur des nouveaux secteurs. Je vais pouvoir le faire de manière automatisée pour remplir ce dossier-là, pour remplir le dossier de go no go. Une fois qu'il est alimenté en données, il va y avoir une case qui va dire oui on y va ou non on y va. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Le sujet de mon année, je t'en parle souvent, c'est la productivité et l'organisation. J'ai le souhait d'allouer le maximum de temps et d'énergie sur les projets qui m'animent le plus et qui ont le plus d'impact. Et si, comme moi, tu as déjà une vie chargée et une forte ambition de construire grâce à des investissements, notamment l'immobilier, il va falloir te structurer et t'organiser toi aussi. On voit apparaître régulièrement des nouveaux outils, des ressources avec la big data et l'IA. L'IA va changer pas mal de choses pour nous investisseurs immobiliers, il est temps de s'y pencher sérieusement. Alors comment utiliser la tech pour décupler son impact dans l'investissement immobilier justement? C'est le sujet passionnant que je te propose de mener en compagnie d'un expert dans l'automatisation des process liés à l'immobilier. Un investisseur expérimenté que tu connais déjà, Guillaume Artas, qui était notre invité sur l'épisode 38. Avec sa stratégie automatisée, déléguée, dupliquée, il a inspiré plus d'un investisseur suite à la publication de l'épisode. Au cours de la conversation, on verra quelle stratégie puissante mettre en place sur un immeuble de rapport qui dispose d'un local commercial en rez-de-chaussée. Comment automatiser toutes les étapes de l'immobilier, de la recherche de biens à la gestion locative en passant par la comptabilité, pour n'y passer que quelques heures par mois. Comment utiliser le big data pour trouver les bonnes affaires et neutraliser ces biais cognitifs et ainsi prendre les meilleures décisions d'investissement. Quel impact a eu l'arrivée de l'IA générative sur les process déjà automatisés que Guillaume avait mis en place depuis des années? Peu importe où tu te trouves dans l'investissement immobilier ou la stratégie que tu adoptes, les astuces d'automatisation que te partage Guillaume sur cet épisode vont te faire gagner énormément de temps pour te concentrer sur ta zone de génie et dans tes projets entrepreneuriaux et dans tes projets de vie. Tu l'entendras, Guillaume mentionne pas mal d'outils sur cet épisode et je te propose de télécharger la liste complète de ces outils sur la page de l'épisode directement sur investisseur40.com/202. Si tu apprécies ce podcast, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute dès maintenant pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes qui s'annoncent également passionnants. Et si tu souhaites m'aider à faire connaître le podcast, n'hésite pas à en parler à ton entourage et à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça nous aide à monter dans les classements. Allez, sur ce, on attaque notre conversation sur l'automatisation dans l'immobilier avec Guillaume. C'est parti. Salut Guillaume, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco, merci. Merci de revenir. J'ai regardé dans les archives, ça fait 3 ans qu'on avait fait le dernier podcast, c'était juin 2021. Exact. Et du coup, ça me fait plaisir de te recevoir à nouveau et puis de voir un peu ce qui s'est passé entre-temps, où est-ce que tu as été, ça sera toujours intéressant de voir ça. Et puis de parler, on s'était dit qu'on allait parler, parce que la première fois tu étais venu parler d'automatisation dans l'immobilier, et l'idée de la conversation d'aujourd'hui, ça serait d'aller un petit peu plus loin, si je comprends bien, sur ces outils pour automatiser, processer. Je sais que c'est un peu ton dada, en intégrant éventuellement l'IA, on va en parler. Mais est-ce que pour les personnes qui te connaissent pas, ou pour celles qui te connaissent mais qui veulent pas, qui voudraient savoir où est-ce que tu as été depuis ces 3 dernières années, moi inclus d'ailleurs, je serais très très curieux. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Donc, j'ai 38 ans aujourd'hui, donc 3 ans de plus qu'effectivement au dernier podcast. Je suis ingénieur de formation. J'ai toujours été entrepreneur. C'est un peu ma spécialité. J'ai jamais été salarié de ma vie, donc j'ai créé ma première société en 2007, quand j'étais en dernière année d'école. Et j'ai commencé l'immobilier en 2014. Avec un peu la méthode industrielle, on va dire, commencer doucement avec un modèle et puis escaler ensuite, en 3 étapes: automatiser d'abord,
déléguer pour tout ce qui n'est pas automatisable, et ensuite dupliquer le modèle. Donc aujourd'hui, mon parc a pas forcément beaucoup grossi, mon parc immobilier en tout cas n'a pas forcément beaucoup grossi depuis le dernier podcast. J'ai une cinquantaine de biens aujourd'hui, d'appartements. Je me suis plutôt concentré sur d'autres développements, notamment le marchand de biens, donc l'achat et la valorisation de biens. Donc ça peut être de la division d'immeubles, de la division de maisons, de la division de terrain, que j'applique un petit peu avec la même méthode, c'est-à-dire trouver quelque chose qui fonctionne et puis le reproduire avec simplicité, en ayant déjà, disons, le modèle déjà créé. Voilà, pas réinventer la roue à chaque fois. Ouais, non, c'est ça, du coup, c'est là surtout si on prend les 3 dernières années, c'est là que tu penses que tu as appuyé sur la partie justement marchand. T'avais fait beaucoup de locatifs, hein, effectivement, t'étais monté à cinquantaine de lots. Oui. Après, tu t'es vraiment focalisé sur la partie marchand. Ouais, depuis la dernière fois, j'ai développé un petit peu d'autres lieux. Je crois que j'en parlais un peu dans le dernier podcast. J'étais principalement en Seine-et-Marne à l'époque et un peu en Bourgogne. Donc là, j'ai essayé un peu d'exporter mon modèle, donc notamment à Paris pour du Airbnb dans les locaux commerciaux, également à la montagne. Donc ça, c'est deux secteurs. Je sais que on en parle en ce moment. Il y a pas mal de gens qui m'en parlent. Donc c'est des secteurs que moi j'aime bien parce qu'on fait à la fois de l'investissement patrimonial et de l'investissement à rentabilité, à mon sens. Donc c'est un peu un aboutissement et peut-être que effectivement je vais reproduire ces modèles-là. Après, pourquoi j'ai pas refait beaucoup d'immobilier, tout simplement parce que les banques ne m'ont pas suivi sur mon premier modèle, qui était d'emprunter 100%, parce que comme tout le monde sait, les taux ont augmenté, le calcul différentiel n'est plus appliqué dans toutes les banques. Donc ça a été plus compliqué. Donc là, j'ai simplement mis en place, je suis en train en tout cas de mettre en place un autre système d'investissement, toujours automatisé, délégué, dupliqué, mais qui sera plutôt autour des locaux commerciaux, avec donc forcément un apport et des banques qui seront différentes. Voilà, donc ça c'est mon objectif, on va dire 2024-2025. De redémarrer une série d'investissements sur les locaux commerciaux. Donc les locaux commerciaux sont les murs de boutique. Je parle pas de locaux commerciaux pour faire du Airbnb, mais bien de murs de boutique. Si on se comprend bien quand même sur cette partie locaux commerciaux, c'est quand même du locatif, pas forcément marchand de biens du coup là. On peut faire les deux, mais effectivement moi ma stratégie là c'est du locatif, c'est pour continuer d'augmenter mon parc locatif, où je suis parti sur une autre série d'investissements, toujours dans le même esprit. Donc j'ai en parallèle en fait finalement les deux activités aujourd'hui, l'activité vraiment de foncière, donc vraiment d'acheter pour louer, et l'activité de marchand de biens, d'acheter pour revendre. Voilà, les deux sont. Je fais ces deux activités là en parallèle aujourd'hui sur la partie immobilière. Et je suis curieux de savoir justement sur ce développement vers le local commercial, ce qui te pousse là-bas, c'est la partie la flexibilité des accords commerciaux, c'est pour scaler parce que c'est des ensembles beaucoup plus gros. C'est quoi qui t'amène vers ce segment-là? Plusieurs choses. Le fait qu'effectivement ce soit qu'il y ait très peu de gestion, donc c'est quelque chose qui est moi toujours dans mon esprit d'automatiser, déléguer. Je veux pas me rajouter de la charge, même si aujourd'hui mes 50 lots me prennent moins d'1 heure par semaine. Je voulais pas me rajouter quelque chose, une charge là-dessus, pour être aussi un peu plus libre, on va dire, de mes déplacements et d'où je suis dans le monde à l'instant T. Donc le local commercial, l'avantage c'est que on l'achète et puis on l'oublie et on voit juste le loyer qui tombe, et on a aussi la notion du brut égale le net, puisque toutes les charges, toutes les taxes sont payées par le locataire en règle générale. Donc il y a aussi cette notion là, et puis après il y a des notions de financement qui sont aussi un peu différents, parce que c'est du financement qui peut passer comme du financement professionnel, c'est plus facile de se faire financer.
Enfin voilà, il y a différentes choses qui font qu'aujourd'hui, dans ma situation, c'est on va dire l'investissement qui est le plus adapté à ce que je veux faire. Voilà. Ce qui n'était pas le cas effectivement il y a 10 ans quand j'ai commencé, où là c'était vraiment d'amorcer quelque chose, de créer du patrimoine rapidement avec peu d'apports. Donc là, la stratégie locative, on va dire à immeuble de rapport courte durée aussi, ça fonctionne très très bien. Quand on arrive voilà sur un espèce de plateau, on va dire, en termes d'investissement, on va avoir des stratégies qui sont différentes, peut-être de l'arbitrage, de la revente, par exemple, et partir sur une autre série d'investissements. Ouais, c'est vraiment des vagues, hein, si je comprends bien, en fait. D'abord le résidentiel, marchand, puis la partie local commercial, même si tu expliques qu'il y aura du parallèle entre l'activité marchand et le locatif. Oui, on peut faire par exemple quelque chose de très simple, acheter un immeuble avec un pied d'immeuble, un local commercial, revendre les appartements et se garder le pied d'immeuble pour sa foncière, avec des rendements qui sont très élevés, qui sont à 2 chiffres, puisque forcément on se vend à un prix qui est inférieur au prix du marché. Donc, il faut faire attention quand même à ce qu'on fait pour pas se faire retoquer. Mais on peut avoir ce genre de stratégie-là un peu croisée entre les deux activités d'immobilier. Sur la partie automatisation dans l'immobilier, et j'imagine que d'ailleurs on va parler surtout du locatif ou peut-être un peu des deux, du marchand aussi. Est-ce que tu peux peut-être nous refaire un panorama de ce qu'il existe aujourd'hui à disposition de l'investisseur pour améliorer tous les aspects en fait dans son activité de loueur de logement ou de marchand de biens même. Et est-ce que aussi, tu vois, encore une fois, par rapport à quand on s'est parlé il y a 3 ans, est-ce qu'il y a des nouveaux trucs qui ont émergé sans forcément parler de l'IA encore tout de suite, mais qui nous, voilà, ce que tu vois. Oui, effectivement, alors ça c'est toujours pareil. Moi, je me suis créé. Je vais parler pas de tout ce qui existe, mais en tout cas de tout ce que je connais, puisque je prétends pas tout connaître. Mais effectivement, mon modèle, ça a toujours été d'utiliser les logiciels existantes, les bases de données existantes, de me créer des outils pour pouvoir acheter de l'immobilier et le gérer facilement. Donc aujourd'hui, principalement la nouveauté depuis 3 ans, on a des logiciels qui sont dopés à l'IA. On parle beaucoup d'IA, ça veut un peu tout et rien dire aussi. On a aussi quelque chose alors qui existait déjà il y a 3 ans, mais qui est aujourd'hui très puissant. C'est les outils de no-code, ce que j'appelle, donc des outils qui vont permettre d'interfacer différents logiciels, différents outils. Et puis bien sûr l'intelligence artificielle. Et donc le fait de pouvoir croiser toutes ces possibilités, tous ces logiciels, donc le big data, l'accès aux données, les logiciels qui existent, les outils de no-code pour pouvoir assez facilement interfacer tout ça, et l'intelligence artificielle qui va nous permettre de synthétiser, de générer du code ou du no-code, qui nous permettre de faire des requêtes simples et avoir une réponse tout de suite. Donc tous ces outils mixés vont permettre de faire tout un tas de choses. Alors comment je l'utilise? La principale utilisation, on va dire, et celle qu'on me demande souvent pour les gens qui me connaissent et que je croise dans les événements immobiliers, c'est la recherche immobilière, qui est bien sûr le nerf de la guerre dans l'immobilier. Comment on trouve une bonne affaire? Et ça a toujours été un peu ma spécialité, d'aller trouver la pépite, d'aller trouver l'anomalie de marché sans effort. Donc tous les investisseurs en général que je croise, ils sont sur le bon coin le matin, etc., et à défiler des annonces. Sauf qu'en fait, les anomalies de marché, elles ont pas été publiées sur le bon coin, soit elles ont été publiées pendant 20 minutes ou 1 heure et quelqu'un les a trouvées. Donc il faut être le premier. Et en ça, les outils d'automatisation vont permettre, en fonction de nos critères, en fonction des critères de chacun, d'aller chercher des pépites, des choses vraiment improbables qui sont à 50% du prix du marché, et d'être le premier dessus et de les bloquer tout de suite. Je crois que dans le premier podcast, j'avais raconté une histoire comme ça. Alors j'avais fait ça de manière très simple au début. J'avais mis une annonce, justement une alerte sur le Bon Coin,
à je sais plus, à 100 000 euros, et je vois un appartement à 80 000 euros qui sort, et donc dans la ville, en l'occurrence, dans laquelle je recherchais. Et donc j'ai appelé, et je l'ai acheté au téléphone, je l'ai bloqué au téléphone. Aujourd'hui, on va pouvoir aller plus loin, notamment avec le big data, c'est-à-dire qu'on a alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent Castorus, par exemple, qui est un agrégateur d'annonces. Sauf qu'on Castorus, il faut quand même y aller, il faut se taper toute la liste, etc. Enfin, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, on a des outils. Je pense à Nestoria, je pense à Fluimo. Enfin, là, je cite des noms. Hein, je fais pas forcément de publicité pour l'un ou pour l'autre. J'ai pas de part dedans. Mais c'est des outils, voilà, que je sais qui existent. Ces outils-là, ils vont nous permettre d'avoir en temps réel toutes les annonces qui sont sur tous les sites. Donc le Bon Coin, Se Loger, bien sûr, mais également tous les sites des agences immobilières. Et on sait très bien, donc Orpi, FNAIM, etc. Et on sait très bien que les agents, en général, quand ils prennent un mandat, ils vont d'abord mettre l'annonce sur leur site, dans leur système. Donc elle va apparaître peut-être pendant 1 heure, 3 heures, parfois une journée en exclu sur leur site, avant d'être publié sur les sites type Le Bon Coin, Se Loger. Et grâce à ces bases de données, qui sont des bases de données ouvertes avec toutes les annonces, on va pouvoir aller faire des requêtes toutes les 5 minutes. Moi, c'est ce que je fais, pour aller chercher des pépites, des anomalies de marché. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de la technique, mais concrètement, l'outil va me permettre d'aller chercher dans cette base de données et de remplir un tableau Excel, on va dire, une base de données, un tableau Excel avec ces biens-là, qui sont donc en dessous du prix du marché, et d'analyser vraiment, donc de sortir par exemple tout ce qui est viager, de sortir tout ce qui n'est pas dans la ville, par exemple, à 20 km etc. Donc tout ça, on va pouvoir l'enlever. Donc ça, c'est des outils, avec l'IA, on peut le faire justement en l'interfaçant. Donc ça, est-ce que cette hypothèse que les agents IMO d'abord mettent leur annonce sur leur site propre avant de publier sur Le Bon Coin, est-ce qu'elle est validée toujours? Est-ce que c'est dû au fait que il y a un lag entre le moment où ils la mettent ou ils la mettent pas, ou c'est une politique des agences de d'abord chercher leurs clients propres avant d'aller ailleurs, ou... Je pense pas que ce soit volontaire. Je pense que c'est simplement la manière dont c'est utilisé, la manière dont utilisent, tous les agences immobilières ont des logiciels. Et en général, ils s'amusent pas à créer les annonces sur Le Bon Coin, sur Se Loger, etc. Ils passent par des tiers donc ils vont saisir une fois l'annonce, et elle va être publiée ensuite sur Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici, etc. Et donc l'annonce, elle va, avant d'être publiée, d'être poussée, elle va d'abord être publiée sur le site. Comme je te dis, parfois c'est 1 heure, pendant 1 heure en exclusivité. Et il faut que pendant ces 1 heure-là, on arrive à détecter cette annonce-là. Donc c'est plus du off-market, hein. On n'est pas dans la meilleure recherche, c'est le off-market, bien sûr. Mais là, comme on parle d'automatisation, c'est d'aller chercher l'annonce improbable avant même qu'elle sorte sur Se Loger, sur Le Bon Coin, pour être vraiment le premier, parce que personne ne va sur le site de Orpi ou de FNAIM ou de Arthur Imo ou je ne sais quoi en temps réel. Donc c'est d'aller faire des requêtes sur cette énorme base de données, détecter ces biens, les traiter de manière automatique rapidement pour éliminer les faux positifs. Parce que si on reçoit des alertes, si on reçoit 50 bonnes affaires par jour, on va forcément passer à côté de la bonne affaire. Une bonne affaire, il y en a une par mois, c'est à peu près ça. Donc il faut vraiment traiter, élaguer, etc. Et en tout cas, c'est comme ça que je fais. Et dès qu'il y a quelque chose qui sort et qui sort vraiment du lot, ça m'envoie une alerte sur mon téléphone. Donc ça, c'est les outils qui permettent de le faire. Et cette alerte, j'arrête tout ce que je fais, j'analyse l'annonce, mais encore une fois, je le fais une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Quasiment tout le temps, c'est une bonne affaire. Et donc, dans ce cas-là, j'appelle et je bloque le bien. Alors ensuite, si je peux pas l'acheter, je le propose à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais l'idée, c'est d'aller trouver ces petites pépites-là. Et il y en a, on a tendance à croire qu'il y en a pas, mais il y en a une sur 10 000, mais il y en a une, parce que c'est quelqu'un qui a posté ça, ou qui est pressé, ou quelqu'un qui sait pas ce qu'il vend, même des agents, etc.
Et encore récemment, j'ai vu des biens, alors là, en station de ski, qui sont à moitié du prix que ça vaut. Mais il y en a un en 5 ans sur cette station-là. Donc il faut être dessus, et pour ça, la seule manière, c'est l'automatisation. Donc c'est l'utilisation d'outils, des outils formidables qu'on a aujourd'hui, de bases de données et d'interfaçage, qui vont nous permettre d'aller les chercher. Tu peux nous donner juste avant, il y a juste une hésitation sur quand tu parles de bloquer au téléphone, j'étais pas trop sûr. Tu veux dire quand t'as trouvé bien que tu bloques au téléphone, si tu dis que j'achète au prix, retirez votre annonce, comment tu bloques auprès d'un vendeur J'envoie une offre signée, et je demande l'offre contre-signée en fait, et j'insiste. D'accord. Faire la visite pour bloquer en donnant les garanties nécessaires. En général, c'est pas toujours facile. Ça m'est arrivé même d'avoir des surenchères parfois, des gens, je bloque, j'ai annonce, ah oui, mais il y a quelqu'un qui m'en propose tant. Bah oui, mais c'est trop tard, vous avez bloqué le truc. Donc ça, c'est hyper important d'avoir le discours là-dessus aussi. Ouais. Pour aller chercher ça. Et si c'est quelque chose qui est dans la région où je me trouve actuellement, bah, je prends la voiture et puis je vais signer, mais 95% du temps, ça se fait par téléphone. Et comme tu parles d'anomalie, évidemment, il n'y a pas du coup de négo, t'achètes au prix, et quand tu offres au prix, bah, ça bloque automatiquement l'affaire. Ouais, c'est ça. Pour qu'une offre soit parfaite, ce qu'on appelle l'offre parfaite, il faut que, dans le cadre d'un mandat de vente, il faut que ce soit une offre au prix et sans condition. C'est-à-dire que si on fait un agent une offre au prix sans condition, l'offre est parfaite. En fait, si elle est contre-signée, c'est comme si on avait signé un compromis finalement de vente, puisqu'il n'y a pas de conditions suspensives. Donc, ça veut pas dire qu'on va avoir la vente, hein, parce que après, entre la théorie et la pratique, il y a toujours un monde. Mais voilà, en théorie, c'est quand même ça. Tu peux nous expliquer un peu ton système de justement de big data, enfin pour aller chercher ces données. Alors essayer de conceptualiser, c'est pas facile juste à l'audio, mais je pense il faudra qu'on se fasse un atelier un de ces quatre pour vraiment visualiser le truc, mais pour que conceptuellement on comprenne sur quoi se base ton système d'aller chercher ces offres vraiment super tôt. Moi, par exemple, je suis équipé de juste moteur IMO, et puis après des alertes sur Le Bon Coin que je trouve déjà bien. Qu'est-ce que le système fait de mieux, et sur quoi il est basé, juste pour comprendre un peu là? Alors le système, la différence, c'est qu'il va aller chercher, donc effectivement, Moteur IMO, c'est un agrégateur de sites. La différence, c'est que moi, je vais utiliser ce qu'on appelle des API, donc c'est on va dire une connexion directe à la base de données. Donc, que ce soit par exemple Nestoria ou Flux IMO, j'ai un accès en fait à la grosse base de données, comme si j'avais accès à un énorme Excel avec tous les, par exemple le nom de la ville, la rue, la surface, le type de bien, enfin voilà, toutes les données qu'on va retrouver sur une annonce, comme si ces données-là étaient classées dans un énorme Excel, une grosse base de données. Et donc moi, mon système, toutes les 5 minutes, va aller interroger cette base de données selon mes critères, donc des villes en particulier, des typologies de biens en particulier, et elle va filtrer par rapport à des prix au mètre carré. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a 1000 façons de faire, mais ça va être de dire, dans la ville de Trifouilly-les-Oies, c'est une ville où les T2 sont à 3000 € du mètre carré. Moi, je vais rechercher toutes les annonces qui sont en dessous de 2500 € du mètre carré, par exemple. C'est un exemple. Et donc, mon système va aller piocher dans l'énorme base de données, récupérer tous les T2 qui sont à moins de 2500 € du mètre carré en temps réel, et les mettre dans une autre base qui est ma propre base, qui est comme un tableau Excel aussi. Et ensuite, il y a une moulinette qui va passer par-dessus, donc une moulinette que, en l'occurrence, j'ai créée. Alors, j'aurais pu écrire le code, mais c'est en l'occurrence l'IA qui a écrit le code en fonction de ce que je lui ai demandé pour filtrer de manière automatique, donc d'aller chercher des mots-clés, par exemple de quartier de Trifouilly-les-Oies où je veux pas investir, de vérifier que c'est pas un viager, de vérifier que c'est pas une nue-propriété, enfin le viager c'est une nue-propriété mais que c'est pas un autre type, c'est par exemple de la vente de parts de SCI, etc. Enfin, tous les cas où ça pourrait justifier d'un prix très bas,
Et à partir du moment où toute cette moulinette est passée, il va rester que des bonnes affaires. Et là, le système va dire, bah ok, on pense que c'est une bonne affaire, on envoie à Guillaume la notification pour qu'il puisse. Donc je reçois une notif sur mon téléphone avec bonne affaire, telle ville, le lien vers l'annonce se loger, le Bon Coin, FNAIM ou je ne sais quoi. Je clique, j'ai juste à appeler. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est quelque chose qui est reproductible, qui est en fonction de chacun. Ceux qui vont chercher des immeubles, ça fonctionne avec des immeubles. Ceux qui vont chercher des maisons, ceux qui vont chercher des locaux commerciaux, voilà, ça fonctionne avec tout type. À partir du moment où on a les données au début, et aujourd'hui on a les données, on peut finalement c'est ce qu'on fait à la main quand on fait de la pige, hein, quand tu vas sur Moteur Immo et que t'as mis tes alertes, c'est la même chose, sauf que c'est fait en temps réel, et en plus il y a une passe qui est faite supplémentaire pour éliminer, parce que tu sais bien, quand tu fais tes alertes, t'as du déchet, et donc le but c'est d'éliminer automatiquement tous ces déchets pour n'avoir que des bonnes affaires. Alors ça veut pas dire que toutes les bonnes affaires te sont remontées, parce que tu en élimines forcément, mais ça veut dire que toutes les affaires qui te sont remontées sont des bonnes affaires. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais ça, c'est un système, enfin, en termes d'infrastructure, c'est ton système propriétaire. Est-ce que tu as la personne qui nous écoute qui souhaite acquérir un outil un tel outil, il peut pas, à moins qu'il soit assez geek, il peut pas forcément le faire lui-même. Tu parlais d'API, de no-code, tout ça, faut maîtriser ces notions, quoi. Oui et non, parce que aujourd'hui on peut poser la question, par exemple, alors je peux donner les outils que moi j'utilise. Moi j'utilise Fluimo, j'utilise make.com pour l'outil de no-code. Donc c'est make.com qui va aller interroger l'API de Fluimo, et on peut demander à ChatGPT, par exemple, si on prend une IA, explique-moi comment avec Make je peux aller me connecter à la base API de Fluimo. Tu peux lui mettre le lien de la doc ou le PDF de la doc, et l'IA va te générer soit le code qu'il faut, soit te dire ce qu'il faut faire pour aller interroger cette base pour faire ce que tu veux faire. Donc aujourd'hui, l'IA te permet c'est ton programmeur, donc t'as pas besoin de connaître, t'as juste besoin de connaître le process de manière générale, et puis je viens de le donner en plus, donc il y a même plus besoin de le connaître, il y a simplement besoin de l'adapter à ce qu'on a envie de faire. Donc de prendre, en l'occurrence pour reproduire ce que moi je fais, prendre un abonnement à Fluimo, qui est payant. Nestoria, je crois, est gratuit, mais il me semble qu'il n'y a pas toutes les annonces dessus, mais ça peut être un début. Prendre un abonnement à Make. Alors Make, il y a une partie gratuite, hein, quand on fait peu de requêtes, on peut l'utiliser gratuitement. Donc Make, c'est un outil qui va permettre d'interfacer tout ça. Et ensuite un Google Sheet, par exemple, pour coller les bonnes affaires qu'on veut retenir. Dans un court instant, on verra comment automatiser l'analyse des photos des annonces pour dénicher une bonne affaire, comment automatiser la gestion des revenus et des locataires notamment. À tout de suite. Oh. Ouais, non, mais ça, c'est un truc, je pense qu'il faudra faire ensemble en live pour convaincre le truc, mais c'est fascinant, ouais. C'est incroyable. Oui. En tout cas, c'est accessible. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez accessible à tout le monde. Alors, là, j'ai donné des détails techniques, etc., mais on peut le faire à plus petite échelle et avec des outils encore plus simples. Mais c'est quelque chose qui est accessible assez facilement. Je peux donner un autre exemple. Par exemple, une fois qu'on a identifié une bonne affaire, pour vérifier que c'est une bonne affaire, tout le monde connaît DVF, donc données de valeur foncière, ou si vous le connaissez pas, vous devez l'utiliser. C'est le big data, en fait, qui est sur le site de l'État, de toutes les transactions qui ont été faites par les notaires, donc les ventes qui ont été faites par les notaires. Ensuite, donc ça s'appelle données de valeur foncière. Et ensuite, il y a un site qui a été fait là-dessus, qui s'appelle Etalab, et qui permet de le voir sous forme cartographique. Et on a sur le site des impôts une sorte d'interface qui nous permet d'aller chercher dans cette base. Donc ça, c'est la méthode que tout le monde connaît. Sauf que cette base DVF, elle existe. En fait, on y a accès en temps réel, et donc on peut aller faire des requêtes dessus. On peut se recréer sa propre application, toujours avec des outils de no-code, comme Make, comme Zapier.
comme TTT, enfin voilà, des outils de programmation sans programmation, pour aller taper directement cette base et être encore plus automatisé. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'automatisation, c'est rien de plus que faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais le faire par la machine. L'intérêt de cette deuxième séquence là avec le DVF, comme il y a une certaine latence entre les données qu'ils nous donnent et les transactions réelles, j'imagine que l'intérêt là, c'est pas forcément d'avoir en temps réel ou le plus rapidement possible ces données-là, mais c'est plus d'avoir des filtres déjà faits pour comprendre par rapport au type de bien qu'on recherche, le type de prix au mètre carré. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est de faire une étude, de pouvoir dire. Moi, par exemple, sur la base DVF, je vais pouvoir accéder à la base de Trifouille-les-Oies, et je peux poser la question via ChatGPT, par exemple. Je prends mon téléphone, je dis est-ce que tu peux me sortir les ventes de T2 qui ont eu lieu en 2022 et 2023 à Trifouille-les-Oies. Et hop, qu'est-ce qui se passe? L'IA va transformer ça en requête sur la base DVF et me sortir les biens qui répondent à ces critères-là. Donc en fait, c'est créer sa propre application finalement, puisque on peut utiliser DVF façon carte, mais c'est un peu chiant, faut cliquer partout pour voir tout autour. Ou on peut utiliser le site des impôts, mais on est limité à 50 consultations par mois. Donc quand on fait beaucoup de recherches, on est bloqué au bout d'un moment. Et puis à chaque fois, faut revenir en arrière. Enfin, c'est pas très très ergonomique. Donc là, c'est finalement aller taper directement à la base, aller taper à la donnée source, grâce à une interface qu'on se crée soi-même. Donc c'est ça l'idée. Et donc on peut l'automatiser, et puis on peut surtout après s'amuser effectivement. Bon là c'est un peu Matrix de parler à son téléphone et puis qu'il nous réponde un truc, mais en fait l'IA elle sert à ça aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent comme Google à taper 3 trucs, mais l'IA aujourd'hui c'est simplement de mettre ce qu'on a en tête en place pour faire fonctionner la machine finalement. Ce n'est que ça. Donc l'IA générative, c'est pas que poser des questions, avoir une réponse, c'est aussi générer des actions derrière par d'autres logiciels qui vont nous donner le résultat qu'on veut. Donc il y a un peu de travail de mise en place, mais dans la c'est pas extrêmement compliqué comme ça aurait pu l'être il y a 4 ou 5 ans où il fallait vraiment prendre quelqu'un qui code, un programmeur qui fasse du code, qui fasse une appli, etc. Aujourd'hui, on a des super outils qui sont très très simples d'utilisation et qui permettent d'interfacer ces différents logiciels. Dans la pratique, sur cet aspect-là, est-ce que tu arrives quand même à trouver des trucs qui sont cohérents, parce qu'il y a une certaine hétérogénéité des données, notamment site des impôts, t'as des biens avec parking, biens avec balcon, t'as des trucs, c'est des granges, c'est des trucs. Donc comment est-ce que tu arrives à trouver des données qui fassent quand même foi, qui t'aident dans ta Alors ça c'est une très bonne question, et ce qu'il faut savoir, c'est que sur la base DVF, il y a un certain nombre de champs, donc de colonnes, qui sont pas forcément affichés quand on fait une recherche sur le site Etalab ou sur le site des impôts. Donc tout le monde connaît bien sûr l'étage, le nombre d'étages du bien, l'année de construction, mais on a également d'autres informations. On a par exemple le nombre de salles de bain, on a le nombre de chambres, on a un certain nombre en fait, c'est les données que maintenant on remplit sur le site des impôts, là, déclarer vos biens immobiliers, donc avec le code de chaque appartement ou de chaque maison et un certain nombre de données. Ça, c'est croisé avec la base des données foncières. Donc, ce qu'on ne peut pas faire sur la petite application sur le site des impôts, on peut filtrer par de mémoire appartement, maison, la surface et faire un rayon par rapport à une adresse, mais c'est à peu près tout. Et après, il faut gérer à la main un peu sa recherche. Là, le fait d'avoir accès à la grosse base big data, on va pouvoir les filtrer justement s'il y a un parking ou pas, si on est en étage élevé ou pas. Alors ça on le voit quand on est sur le site des impôts, mais il faut le faire à la main. Mais là, on va pouvoir le faire de manière automatique, éliminer par exemple tous les rez-de-chaussée, parce que forcément, en rez-de-chaussée, on a une décote, ou de rechercher des étages élevés, par exemple, ça dépend de la stratégie.
Comme on a accès à la base de données, on a la donnée brute, on peut aller chercher des choses beaucoup plus pertinentes. Donc effectivement, nous on l'utilise beaucoup dans notre société de marchand de biens pour évaluer des prix de sortie. Dans des zones par exemple comme Marne-la-Vallée où on a à la fois des bâtis anciens donc qui datent de 1800 ou 1900 et des bâtis récents donc 2010 2020 même quand on fait un prix de sortie il va falloir aller filtrer justement cette année de construction. On peut même aller filtrer l'orientation. On a les orientations nord, sud, etc. Ça, à la montagne, par exemple, ça peut avoir son intérêt. Et grâce à tous ces critères-là, on va pouvoir avoir quelque chose d'assez fiable finalement sur l'état du marché dans une zone en particulier. La seule donnée qu'on n'a pas, c'est l'état du bien. Est-ce que c'est un bien qui est totalement dans son jus? Est-ce que c'est un bien qui a été totalement rénové? Voilà, cette info, on l'a pas, malheureusement. La vue extérieure quand même est largement facile à obtenir avec Google Maps. Oui. Juste quand tu parles de croiser les données, juste pour comprendre, donc il y a DVF, ça, on le sait, effectivement, c'est des trucs à traiter à la mano. Tu tires du site des impôts, tu tires le PDF et il va te dire bah voilà, il y a une place de parking et tout, mais c'est pas dans la data de base. Tu vas dire que pour savoir justement si c'est rez-de-chaussée, premier, etc. ou s'il y a un parking ou quoi, du coup tu le croises avec quelles données publiques? Alors c'est la base DVF, celle qu'on trouve sur le site data.gouv.fr, c'est-à-dire sur data.gouv, on a l'accès à la grosse base DVF qui est qu'il faut demander un accès en fait API et c'est la grosse base big data, donc elle n'est pas utilisable par le commun des mortels. Il faut justement la connecter avec un outil tel que Make par exemple, un outil de no-code. Et se remplir, donc aller taper cette base et se remplir son propre tableau finalement, le faire par la machine, et on se retrouve avec un tableau comme le même qu'on a sur le site des impôts, le tableau qu'on retrouve, sauf qu'on a plus d'informations et qu'on va pouvoir, comme on a un tableau Google Sheets, filtrer, enlever tout ce qui est rez-de-chaussée, enlever tout ce qui a été construit après 2010 par exemple, si on vend de l'ancien. Alors, on va pouvoir faire beaucoup plus de filtres puisque finalement on a la base de données, on a accès à la base de données. Et puis ceux qui utilisent beaucoup DVF savent bien que souvent il y a trop peu de transactions, donc il nous sort pas les bons trucs. Enfin, il faut changer, c'est un enfer. Alors que quand on a accès à la grosse base de données, s'il y a une réponse, il y a une réponse, et on l'a quoi. Ouais, non, mais c'est clair qu'en bypassant en fait tout ce qui est la mise en forme que DVF propose pour nous, mais qui est du coup réduit le nombre d'informations réellement qualitatives qu'il y a derrière. Tu bypasses ça et tu arrives direct à la donnée brute et tu peux faire beaucoup plus de choses avec. Tant qu'on est sur la recherche de biens, j'ai envie de te poser la question, parce qu'on a discuté la dernière fois, je sais pas si tu as eu plus d'éléments de réflexion par rapport à ça, mais on s'était posé la question de tout ce qui est rénovation énergétique, tu vois, et du coup de la possibilité, vu le potentiel que c'est de ce marché, de trouver des biens qui sont à rénover, du coup avec des niveaux de DPE pas bons. Est-ce que, et je me souviens qu'on avait discuté de, est-ce que sur les photos des annonces, on peut trouver des éléments qui seraient intéressants pour nous investisseurs pour connaître la qualité du système de chauffage, qu'on veuille acheter une daube ou au contraire qu'on veuille acheter quelque chose qui n'a pas besoin d'être rénové derrière. Est-ce que tu as un peu plus creusé sur la capacité de l'IA de traiter des données photos du coup sur les annonces? J'ai fait des essais. Alors c'est pas quelque chose qui est en prod, on va dire, que j'utilise au jour le jour, mais il y a des choses à faire dessus. Effectivement de se dire, de pousser encore plus loin la réflexion et de se dire, par exemple, si je reprends Fluimo, je vais pouvoir aller filtrer tous les biens qui sont en G, en DPE G, parce que c'est des biens qui sont invendables aujourd'hui, et d'aller étudier des biens qui sont intéressants, enfin qu'on peut rénover. Donc par exemple des biens qui ont pas été construits dans les années 70, parce que souvent on a des structures qui sont pas forcément bonnes, mais par contre un bien où on va avoir un chauffage central individuel qu'on va pouvoir changer par des pompes à chaleur, des speeds, des choses comme ça. Donc ça, on va déjà avoir un certain nombre d'infos dans la base de données. Mais pour aller plus loin, et on en avait discuté effectivement
merci de me le rappeler, c'est d'aller analyser les photos de l'annonce. Donc demander à une IA de déterminer par exemple le type de chauffage. Et donc est-ce que c'est du chauffage électrique, est-ce que c'est du chauffage central, est-ce que c'est est-ce qu'on voit une chaudière gaz par exemple quelque part, est-ce qu'on voit un ballon électrique. Donc rechercher un certain nombre d'informations qui, en fonction de notre stratégie, vont nous permettre de passer de G en E. Voilà, je pense à des appartements effectivement où le fait de changer le système de chauffage et de production d'eau chaude va permettre de remonter de G en E, parce que le système actuel est peut-être au fioul ou est peut-être, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses à ce niveau-là. Moi, j'ai pas forcément de stratégie là-dessus aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est tout à fait utilisable effectivement sur la rénovation énergétique. Et ça peut être aussi sur d'autres, parce que là on parle de la rénovation, mais typiquement on peut ne pas vouloir du chauffage central par exemple. Donc quand faire une recherche de biens, mais dire élimine-moi tous les biens qui ont du chauffage central parce que moi j'en veux pas pour X ou Y raison. Ça on n'a pas l'info dans les bases de données, mais par contre on peut donner automatiquement les images à analyser pour qu'ils sortent les annonces où on détecte des radiateurs à eau de chauffage central, voilà, ou l'inverse. Ouais, c'est peut-être pas encore tout à fait développé, mais ça pourrait être la prochaine séquence, ça, l'analyse de photos. Ouais, c'est quelque chose. Moi, je l'ai testé. Alors je l'ai testé de manière assez simple, mais d'analyser une image et de donner le système de chauffage qui se trouve, ça fonctionne. Il y a certainement d'autres choses que j'oublie, peut-être les fenêtres, je sais pas, l'état de la cuisine, la salle de bain. Peut-être qu'il va falloir créer un bot spécifique, un GPT spécifique et l'entraîner avec des photos. Honnêtement, ça je sais pas, je l'ai pas fait, mais c'est parfaitement, enfin, j'ai aucun doute à dire que c'est parfaitement faisable si on s'en donne un peu la peine, oui. Il y a d'autres cas d'usage où tu utilises justement l'IA ou l'automatisation qui est facilement pertinent. Donc là, on était sur la recherche de biens, mais peut-être sur d'autres étapes. Alors la recherche, effectivement, c'est un des plus importants. Le deuxième, alors moi j'ai toujours utilisé un outil d'aide à la décision, donc et je conseille d'ailleurs à tout le monde d'en avoir un. Donc de rentrer les données d'un bien dans un outil. Ça peut être, nous on s'en sert pour le marchand bien et je m'en sers aussi pour les investissements locatifs. Et c'est cet outil qui va nous dire go ou no go. Et c'est pas nous. Donc ça c'est hyper important d'en avoir un. C'est de pas avoir d'affect dedans et de uniquement se baser sur des chiffres qu'on va définir ou des critères. Hein. Je dis des chiffres, mais ça peut être des critères. Et donc ça peut être la démographie, ça peut être le DVF, on en a parlé, donc les transactions autour. Ça peut être des scénarios de revente, par exemple. Nous, en marchand de biens, on fait des scénarios de revente à la casse, en disant si on revend à moins 10%, est-ce qu'on gagne toujours de l'argent ou est-ce qu'on en perd? Enfin voilà, faire des scénarios pessimistes, optimistes. Dans du locatif, de se dire qu'est-ce qui va se passer si je vends dans 5 ans, dans 10 ans. Donc faire des options de sortie, parce que on parle beaucoup de rendement, donc on dit oui, j'ai quelque chose qui est à 14% ou j'ai quelque chose qui est à 5%, mais il va prendre de la valeur. Ben, on peut le simuler. C'est des choses qu'il faut simuler et se dire voilà, moi j'investis dans ce bien-là à horizon 10 ans, à horizon 15 ans. Et ben qu'est-ce qui se passe dans 10 ans si ça a pris juste l'inflation? Qu'est-ce qui se passe si ça a pris l'inflation plus 10%? Et donc on a ces scénarios de sortie là et on a donc une perspective et donc on a la rentabilité. Donc la différence entre rendement et rentabilité, le rendement c'est les rentrées d'argent par rapport au prix d'achat. La rentabilité c'est la rentabilité sur la totalité de la vie du bien, c'est-à-dire avec la revente. Donc typiquement, un bien à Paris est souvent plus rentable qu'un immeuble de rapport à Saint-Quentin, par exemple, voilà, ou à Saint-Étienne. Il va avoir plus de rendement sur l'immeuble, mais il y aura moins de rentabilité sur 10 ans, par exemple, puisque à Paris, le prix aura peut-être doublé, alors que à Saint-Quentin ou
ou à Saint-Étienne, le prix aura baissé en euros constants. Donc voilà. Donc c'est des choses qu'il faut utiliser. Et donc pour en revenir à ta question, parce que j'ai un peu digressé sur l'outil, moi j'ai toujours utilisé un outil qui était un Excel pour faire ça. Et j'utilise aujourd'hui un certain nombre de données, d'aller rechercher des données DBF ou des données INSEE par exemple sur des nouveaux secteurs. Je vais pouvoir le faire de manière automatisée pour remplir ce dossier-là, pour remplir le dossier de go no go. Après le dossier une fois qu'il est alimenté en données, il va y avoir une case qui va dire oui on y va ou non on n'y va pas. Donc tu as fait ta recherche de biens pour détecter les pépites dont on a parlé un peu avant. Oui. Ensuite tu le passes sur le filtre automatiquement de justement go ou no go en fonction de tous ces filtres, tous ces critères là, c'est ça? Oui, exactement, oui. Donc il y en a plein d'autres dans le marchand de biens. Il peut y avoir les baux par exemple si c'est un immeuble occupé. Enfin chacun a ses critères. Je n'en ai pas parlé. Il peut y avoir des critères de fiscalité aussi, de dire est-ce que j'investis en LMNP, est-ce que j'investis en SCI, à l'IS ou pas. Voilà, on a souvent des gens qui ont des avis très tranchés, mais disant oui, la SCI à l'IS c'est super ou c'est complètement nul. Ou il y a pas de réponse en fait. La réponse c'est le tableau qu'il donne. C'est si je vends à 10 ans. Quelle est la différence entre la SCI à l'IS et le LMNP par exemple ou le NU? Ce tableau le donne. Voilà, si je revends avec une plus-value de 10% à SCI à l'IS, dans mon cas, dans tous les cas, la SCI à l'IS est meilleure. C'est pas forcément le cas de Jean-Pierre ou de Jean-Paul, mais dans mon cas, la SCI à l'IS sur la totalité de la détention du bien, y compris avec l'impôt, le fort impôt qu'on paye à la sortie, je paye toujours moins d'impôts sur la totalité de détention. Donc ça c'est quelque chose qui est c'est pas de l'IA, c'est simplement de l'analyse financière, mais pour moi elle est importante. C'est pas uniquement un rendement, dire oui j'ai un truc à 14%. Non, c'est combien j'ai, combien je vais le revendre, combien je vais payer d'impôts par mois, combien je vais payer d'impôts à la sortie. Voilà, c'est cette réflexion. Donc, moi c'est un outil que j'utilise. Ça fait partie, on va dire, du process décisionnel. C'est un outil qui est très différent, qui est maison, qui est très différent de parce que ce qu'on trouvait sur rendement locatif, ouais. Tu sais. Oui, il y en a plein. Moi j'utilise mon propre. En fait, j'utilise depuis 2014 le même que j'ai mis à jour. Mais effectivement, on trouve des outils. Celui de rendement locatif est très bien. On a des comparaisons entre les différents régimes fiscaux, notamment. Il me semble qu'on peut mettre aussi des scénarios de revente, donc à 10 ans, 15 ans, etc. Je dis peut-être une bêtise pour rendement locatif, mais il y a des outils qui le font en tout cas. Moi, j'utilise un Excel. Il y a pas de bon ou mauvais choix. Hein. C'est encore une fois, ce qu'il faut, c'est toujours utiliser le même. C'est tout simplement. Et oui. Sur la gestion locative aussi, je voulais t'emmener là sur ce thème-là parce que c'est un des endroits aussi où l'automatisation, délégation, elle est vraiment le plus important. Oui. Quel degré d'automatisation t'as mis en place? Je sais que toi, t'étais plutôt LCD, donc location courte durée, et je crois que tu avais la particularité d'utiliser beaucoup les agences pour tout ce qui est délégation. Exactement. C'est toujours ton système, ouais? Oui. Moi, tout ce qui est effectivement en longue durée, ça passe par agence. Alors, je leur donne des outils. Quand même pour notamment des grilles de tarifs auprès des entrepreneurs locaux. Donc je négocie des grilles tarifaires pour les remplacements de robinets, les remplacements de chauffe-eau. Donc ils savent que quand il y a quelque chose qui casse, ils appellent l'entreprise machin et qui vont avoir un devis à tel prix. Donc je les aide un petit peu, on va dire, dans leur process. Mais pour le reste, pour tout ce qui est sélection des locataires, la gestion locative courante, je leur laisse 100% de marge de manœuvre. Après, il y a des outils qui existent aujourd'hui, je pense à Rentila, il y en a d'autres, hein, mais qui permettent de gérer automatiquement tout ce qui est quittance de loyer, par exemple, donc la relation avec les locataires. Donc c'est des outils qui vont être connectés au compte bancaire et qui vont vérifier si le loyer est bien tombé et qui vont pouvoir envoyer la quittance de manière automatique une fois que le loyer est tombé et envoyer une alerte si le loyer est pas tombé au 10 du mois ou au 15 du mois par exemple, ou renvoyer une relance au locataire
Donc ça, c'est des outils d'automatisation qu'on peut utiliser quand on gère soi-même et qui, à mon sens, il faut utiliser parce que faire des quittances à la main, ça a pas vraiment de sens. Il y a aussi quelque chose, alors que moi que j'expérimente, je vais parler de la courte durée juste après, mais moi je crois beaucoup au chatbot. C'est justement la force de l'IA. Moi j'ai pas de demande de locataires longue durée, je les connais pas, donc j'ai aucun contact avec eux, mais j'imagine qu'on peut avoir des demandes qui sont faites de temps en temps, donc de pouvoir les traiter. Alors quand on a 2 appartements, on peut les gérer soi-même. Quand on en a 50 ou 100, c'est peut-être un petit peu plus chronophage. Donc d'avoir un chatbot qui fait une première réponse ou qui va répondre aux questions courantes, on va dire aux 80-20, aux questions les plus courantes. Donc voilà, ça c'est les idées en tout cas qui me viennent pour la gestion locative. Effectivement, tu le disais, moi dans la courte durée, c'est comme si j'avais créé ma propre conciergerie finalement, parce que j'utilise bien sûr tout ce qui est channel manager, donc tout est automatisé et délégué pour la partie accueil et ménage. Mais là-dedans, pareil, il y a tout un tas d'outils qui existent aujourd'hui qui permettent notamment de gérer les prix de manière dynamique, donc d'aller voir l'occupation des concurrents et de gérer son prix à l'unité de manière automatique. Donc ça va permettre de maximiser un petit peu non seulement le remplissage et également le chiffre d'affaires. On va avoir les chatbots, donc avec bien sûr les locataires. Donc chatbot dopé à l'IA. Donc tout le monde connaît bien sûr les messages automatiques Airbnb, bienvenue, voici comment arriver, etc. Mais le locataire peut poser des questions. Comment on va à Disney depuis l'appartement, et le chatbot va répondre automatiquement. Prenez le bus 17 à tel arrêt. Voici les prochains passages avec les horaires. Paf, il te met les horaires. Donc voilà, donner du service aux clients de manière assez simple. Et ça, tout le monde peut le faire. Hein. C'est créer un GPT sur ChatGPT, ou sur n'importe quelle intelligence artificielle. Encore une fois, je fais pas de publicité pour l'un ou l'autre. Pour avoir finalement un assistant qui répond à notre place aux questions. Et en temps réel, je veux dire avec des informations complètement malléables, adaptées, quoi. Oui, des informations en temps réel. Ouais. Alors il faut un peu, quand on crée un GPT, on lui donne un contexte. Donc on va lui donner par exemple la notice de la télé, la notice du lave-vaisselle, on va lui donner l'adresse du bien, on va lui donner les plans des bus, etc. Donc on va lui donner des éléments de contexte et lui expliquer que les gens qui vont poser des questions vont poser des questions sur tel et tel truc. Enfin, voilà, on le donne, on programme en gros en discutant avec lui, hein, en donnant des éléments de contexte. Et puis il va s'enrichir au fur et à mesure. Et on peut même lui dire, quand il y a une question auquel tu sais pas répondre, plutôt que de répondre n'importe quoi, tu me demandes. Enfin, voilà, où tu dis, je transfère votre demande. Voilà, on peut imaginer plein de scénarios. Parce qu'il y a des IA qui ont tendance à inventer des choses quand elles connaissent pas la réponse. C'est parfois un peu déroutant. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre dans les prompts pour que pour délivrer encore une fois du service. Donc il y a 3-4 ans, moi je prenais plutôt effectivement les applis clients pour que les touristes téléchargent une appli puis qu'ils aient les notices et machin. Je me suis rendu compte que personne ne téléchargeait, tout le monde s'en foutait. Alors que discuter avec une IA aujourd'hui, ça dérange plus personne. Donc les gens trouvent ça même rigolo. On leur dit en général, on leur dit je suis votre assistant patati, pour pas qu'ils soient déroutés, puis surtout pour contrôler un peu ce qu'ils racontent au début le truc. Mais les gens jouent après avec, et puis ça donne un niveau plus élevé, on va dire, de perçu sur la location. Ça permet de se différencier, même si je pense que dans 5 ans tout le monde fera ça, mais aujourd'hui il n'y a pas grand monde qui le fait, donc voilà, c'est un plus à donner. Et sur la partie challenge manager ou revenu management, tout ça c'est quelque chose que tu
enfin, tu délègues du coup à des sociétés ou est-ce que tu l'automatises aussi? Non, Tu c'est automatisé. l'internalises? Moi, j'ai un logiciel du Channel Manager qui va gérer l'occupation sur les différents sites, gérer les tarifs. Il va même aller plus loin parce qu'il va gérer les serrures connectées, donc changer les codes à chaque passage. Il va permettre de vérifier aussi, comme on a des serrures connectées, que la femme de ménage est bien passée. Donc d'envoyer une alerte. Si le client est parti et puis que personne n'est passé, on va recevoir une alerte. Déjà peut-être envoyer une alerte à la femme de ménage. On va dire alors qu'est-ce qui se passe. On va pouvoir gérer le chauffage aussi. Donc quand par exemple on a un trou en hiver de 3-4 jours, on va pouvoir couper le chauffage, donc avec des systèmes comme Netatmo par exemple, couper soit la chaudière ou les radiateurs électriques pour éviter de dépenser d'énergie. On va pouvoir gérer le bruit aussi, avec typiquement des Netatmo encore. Il y en a plein des capteurs de bruit, mais d'envoyer automatiquement un message quand le seuil est dépassé en disant attention, il est 22h, vous faites du bruit, il faut vous calmer. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec des channel managers, faire un tableau de bord, voilà, un tableau de bord de son prix à l'unité, de voir l'évolution, de voir le remplissage, de faire une analyse des commentaires aussi. Donc ça, l'IA peut nous aider, plutôt que de lire quand on a 150 commentaires, il fait moi un résumé sur les choses qu'il faut que j'améliore. Hop, on a les points d'amélioration sur le bien, et on va pouvoir aussi gérer tout ce qui est maintenance. Donc de faire de dire par exemple tous les ans je refais les joints de la salle de bain, de la cuisine, je détartre la cafetière, enfin voilà, on peut se faire des programmes de maintenance comme ça, de manière systématique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est déjà pas mal. On peut encore pousser, hein. Il y a la gestion des draps aussi, la gestion des stocks de draps, il y a plein de choses qui sont faisables. Est-ce que sur la partie état des lieux, alors ça c'est plus pour de la longue durée, mais ça peut s'appliquer aussi, tu vois, état des lieux, entrée des remises des clés, est-ce qu'il y a des choses Oui, alors il y a des logiciels de gestion locative le font. Alors il y a plein de logiciels qui le font, mais aujourd'hui on a tous un téléphone, un smartphone. Enfin en tout cas dans l'immobilier, j'ai pas croisé de gens qui en avaient pas. Donc pour les gens qui veulent faire eux-mêmes leurs états des lieux, il y a des logiciels qui existent, donc pourquoi le faire sur papier? Je vois encore des gens faire des états des lieux sur papier, je trouve ça complètement hallucinant. C'est beaucoup plus facile de prendre en photo l'état des lieux, de le faire signer directement sur son téléphone avec une signature qui est reconnue, que ce soit DocuSign, VeriSign, etc., et d'envoyer l'état des lieux avec les photos au locataire, et ça a une valeur. C'est-à-dire qu'après, quand il y a des dégradations qui sont commises, il y aura beaucoup moins de discussions sur quand il y a des photos, plutôt que de mettre état d'usage, de cocher des cases sur un papier consigne. Donc effectivement, la gestion de l'état des lieux peut se faire comme ça. Moi je gère aussi les travaux comme ça. La gestion des réserves quand je fais des visites de chantier sur des appartements que je fais rénover, je passe et puis je photographie, je mets des réserves sur tout ce que je vois, en disant là il y a un éclat de peinture, là il manque un cache-prise, là il y a pas la bouche VMC, ici il faudrait la porte ferme pas. Tout est il y a des applis qui permettent de le faire, et ensuite on peut lever les réserves une par une, donc avoir un suivi sur son téléphone. Donc il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui. Tu peux nous en donner juste un exemple justement d'un ou deux sur la partie état des lieux, la partie suivi de chantier, c'est pas la même. Sur l'état des lieux, c'est Rentila le fait, il me semble. Je vais pas te dire de bêtises, mais je suis quasi sûr qu'il y a un module d'état des lieux dessus. Je suis en train de rechercher celui que j'utilise pour les travaux, mais suivi travaux, il y a plusieurs. Alors il y a des outils aussi dans les travaux qui permettent de gérer les différents corps de métier quand on fait de la maîtrise d'œuvre, hein, quand on le fait pas soi-même. Moi c'est pas mon cas, mais en tout cas pour les réserves, je trouve que c'est pas mal. Je crois que c'est Asana que ça s'appelle. Enfin c'est un logiciel de gestion de projet. Oui, ça c'est Asana, SANA, que j'utilise. Bon, qui est un logiciel de gestion de projet qu'on peut utiliser dans n'importe quelle activité.
Après, il y a des logiciels qui sont spécifiques, je saurais pas t'en citer ici, mais qui sont spécifiques à la gestion de travaux. En tout cas, si on devait résumer, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses et ça peut faire peur peut-être à ceux qui nous écoutent, ce qu'il faut, c'est se construire petit à petit ces outils. Quand on commence à faire un chantier, à se dire, je vais peut-être perdre un peu de temps à mettre en place un logiciel aujourd'hui, mais ça va m'en faire gagner sur le deuxième et d'autant plus sur le 10e. Et moi, c'est un peu ma philosophie de se dire, quand je fais quelque chose, quelle est la manière reproductible, parce que mon adage, c'est automatiser, déléguer, dupliquer. Donc, comment je vais pouvoir dupliquer le travail que je fais aujourd'hui dans les prochains investissements. Donc, se poser la question des outils pour des choses tout bêtes. Il y a des investisseurs que je connais, ils ont pas d'espace, que ce soit un NAS, un Drive, une Dropbox, avec tous leurs documents. Ça, c'est quand même un truc tout bête, mais c'est un peu la base pour moi. Mais je suis un peu tombé de l'armoire à dire, ah bah oui, non, ils sont chez moi dans des boîtes, puis sur mes emails, etc. Et c'est pas classé. Les gars, c'est pas compliqué de faire un dossier par appartement avec les pièces du notaire, les diagnostics, les pièces de la banque, je sais pas, le tableau d'amortissement, et ensuite de le faire pareil pour tous vos biens. Et encore des gros investisseurs, hein, je pas balancer de nom, mais qui le font pas. Et donc quand ils font un dossier bancaire, ils galèrent à chaque fois à chercher dans leurs emails, dans leurs papiers, dans leur téléphone des documents, quoi. C'est fou. Alors qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'IA et on peut dire, tu peux envoyer un email au banquier avec je sais pas, les diagnostics, le titre de propriété de tel appartement, et hop, l'IA elle va automatiquement faire l'email envoyé avec les pièces jointes, quoi. Pourquoi se priver de ça? C'est tout simple, c'est la base. Donc se poser la question, en fait, de se dire, je vais perdre un peu de temps, parce que c'est sûr qu'on perd plus de temps à trier au début, mais on en gagne tellement après. C'est la base. Tu parlais de gestion des emails, moi ça me parle beaucoup. Est-ce que tu vois les assistantes virtuelles, c'est quelque chose dont on entend parler aussi pas mal, mais là l'exemple que tu donnes, il est assez marquant là-dessus d'envoyer un email, en fait. Ça paraît simple, peut-être ce que tu dis, mais il faudrait que j'essaye pour me rendre compte à quel point c'est facile d'entraîner l'IA à lui demander, à aller chercher, tu vois, sachant qu'il y a les imperfections linguistiques aussi. Est-ce qu'il va comprendre que je parle de l'appartement rue de Paris et pas l'appartement rue de, je sais pas. Oui. Alors ça, c'est après c'est du prompt engineering, c'est-à-dire qu'il faut quand même apprendre à utiliser l'IA. Ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA comme ils utilisent Google. L'IA, il y a quand même un certain nombre de choses à respecter pour que ça fonctionne bien, que ce soit toutes les IA. Hein, ça peut, j'ai parlé de ChatGPT, ça peut être Copilot, ça peut être Claude. Enfin, il y a plein d'IA qui existent aujourd'hui. Je parle d'IA de chat, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses. Effectivement, toujours donner un contexte. Et surtout mettre à la fin de son prompt, si tu as besoin de plus d'informations, demande-moi, parce que l'IA, là, si tu lui demandes pas ça, elle va te raconter ce qu'elle trouve, alors que quand tu mets juste ce petit truc à la fin de ton prompt, c'est un petit tip que je vous donne gratos, elle va te poser la question, dire bah oui, effectivement, est-ce que tu peux me dire c'est tel truc, j'ai pas compris, etc. Et donc la fonction va être va mieux fonctionner. Après, là, l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure de dire à l'IA d'écrire un email, il faut faire un petit interfaçage entre Gmail, par exemple, si on utilise Gmail ou Outlook ou peu importe, Make, donc un logiciel ou IFTTT, enfin un logiciel en tout cas de no-code, et une IA. Et pouvoir l'entraîner pour lui dire quand je veux envoyer un email, tu vas aller sur la boîte Gmail, telle boîte, et quand je vais dire le notaire, tu vas envoyer à telle personne. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'entraînements à faire au début, puis une fois que c'est fait, ça fonctionne de manière plus ou moins automatique. Donc avec les formes, avec la formule de politesse, etc., quoi.
Sur la partie financement, recherche de financement, donc tu parlais de la gestion des dossiers évidemment et des pièces, c'est important. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qu'on peut utiliser dans l'automatisation pour cette partie-là? Alors sur la partie financement, j'ai pas eu trop le cas. Moi, enfin j'ai mon dossier bancaire qui est toujours prêt, on va dire. Et souvent, ce qui est demandé et qui est un peu pénible à faire, c'est la fiche de caution, surtout quand on a beaucoup de biens. Parce que sur une fiche de caution, on met tout notre patrimoine et puis on met la valorisation, combien il reste à rembourser, etc. Et donc quand tous les 6 mois on refait un financement, il faut mettre à jour cette fiche-là. Et, quand on a 50 biens, c'est 50 lignes à mettre à jour. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire de manière automatique. Une fois qu'on a les données quelque part de nos biens et de nos prêts, on peut dire sors-moi la fiche de caution à telle date, et donc elle va se remplir avec les données actualisées. Ça, c'est un exemple. Après, dans la recherche, le contact avec les banquiers, etc., là où j'ai pas d'idée, il y en a forcément des choses à faire. Là, moi, j'en utilise pas, hormis ce petit hack sur la fiche caution. Par contre, je l'utilise beaucoup en comptabilité. Donc sur la partie compta, quand on a plusieurs SCI, quand on a de la courte durée avec beaucoup de factures, là il faut mettre en place un système de gestion de factures. Donc on a des comptables qui utilisent des logiciels comme Pennyline, etc., qui ont des concentrateurs déjà, donc des logiciels qui vont aller chercher les factures. Mais si c'est pas le cas, il faut le mettre en place, parce qu'on a tous connu d'aller sur le site d'SFR pour télécharger les 12 factures du mois de la boîte de la box de l'appartement 1, puis après de l'appartement 3. Infernal, ouais. C'est infernal, voilà. Après, on a les trucs Amazon, parce qu'on a racheté des couettes, on a les trucs, c'est un enfer. Donc je rajoute à ça l'énergie, donc l'eau, l'électricité, etc. Enfin pour moi, c'est des milliers de factures par an. Aujourd'hui, ma compta 2023, je l'ai faite en 2 heures. Donc tout est téléchargé automatiquement. Il y a un logiciel qui détecte pour quelle SCI c'est. Donc il y a le nom de la SCI en tête de la facture, donc il y a une reconnaissance de caractère. Et ensuite, ça va me le trier. Avec mon comptable, on communique en Dropbox. Ça va me trier sur la Dropbox, dans le bon dossier de la SCI, dans le bon dossier d'exercice, donc exercice 2023 ou 2024 pour celui qui est en cours, et renommer la facture avec la date, le nom du fournisseur et le numéro de la facture. Voilà, et tout ça, c'est automatique. Toi, tes actions là-dedans, c'est de prendre la photo de la facture, par exemple, ou de la note de frais. Alors plusieurs choses. Quand c'est des factures de type électronique, donc tout ce qui est eau, électricité, internet, achat en ligne, etc. Soit je reçois la facture par email et j'ai juste à la taguer moi dans mon Gmail pour dire que c'est une facture, et elle va automatiquement partir et être traitée par le logiciel et donc être mise sur la Dropbox. Et quand c'est des factures récurrentes, comme par exemple internet, le logiciel a les codes, il va lui-même télécharger les factures, les nouvelles factures, et les trier automatiquement. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, j'ai mes 12 factures internet, j'ai mes 12 factures d'électricité, j'ai mes 12 factures de gaz, j'ai mes 12 factures d'eau, enfin d'eau, il y en a plutôt 2. Donc tout est automatisé. Là, tu vas pour cette partie-là, justement, tout ce qui est un peu eau, électricité et tout. Oui. Du coup, c'est pas, concrètement, c'est pas un système de tag comme des boîtes email que tu reçois par email. Comment tu lui demandes Alors moi dans le logiciel que j'utilise le logiciel qui s'appelle Get My Invoices. Donc c'est récupère mes factures en anglais. Encore une fois, il y en a d'autres. Donc Get My Invoices, c'est un concentrateur où on va pouvoir faire des modules justement pour aller chercher les factures sur Amazon, pour aller chercher la facture sur SFR, SFR Free, peu importe, pour aller chercher sur EDF, Engie, etc., Total Energy. Et ensuite, soit il détecte, donc la détection est intégrée dans le logiciel, et c'est le logiciel qui va aussi trier sur la Dropbox. Là, pour ça, j'ai qu'un seul logiciel, en fait, qui va chercher les factures, donc en ligne, les taguer,
Donc soit par reconnaissance, soit je lui donne dès le début, si par exemple c'est le compte Total Energy machin chose, je lui dis tu tags pour tel SCI. Et à partir de ça, il va me les mettre sur la Dropbox dans le bon dossier, etc. Et le logiciel il va même plus loin. Alors je l'ai pas mis en place aujourd'hui, mais tu peux connecter tes banques et il va aller faire le lettrage, enfin le pointage de toutes tes dépenses pour vérifier que tu as bien les factures en face de chaque dépense. Voilà. Et pour la partie effectivement notes de frais, donc tout ce qui est essentiellement les notes de repas ou quand tu vas refaire des clés par exemple, ils ont une petite appli que tu télécharges, Get My Bossy, sur ton téléphone. Tu prends en photo et ça part automatiquement dans le logiciel et donc c'est trié automatiquement sur la Dropbox. Donc ça, t'as juste à faire l'action, prendre la photo dans l'appli et ça fonctionne tout seul. Donc ce qui fait que la compta en fait elle se fait au fur et à mesure de l'année et les 2 heures finalement c'est juste pour contrôler que tout va bien à la fin et qu'il n'y ait pas de conneries, qu'il n'y ait pas un truc qui est sauté. Donc c'est plus du contrôle. Mais les actions d'aller chercher les factures et de les trier sont automatisées. Tout ça c'est fascinant, j'ai envie de le mettre en place direct. En t'écoutant, ça me semble incroyable. Il y a, tu sais que tu as des gens que tu accompagnes sur ce genre de sujet, parce que ça me paraît effectivement une montagne quand tu me parles comme ça, mais est-ce que tu as des idées du temps que ça prend aussi, même avec une approche séquentielle, comme tu disais, de faire petit à petit, pour commencer à vraiment voir des résultats? Est-ce que c'est un truc qu'on se dit, voilà, en gros, faut que tu t'y mettes pendant 3 mois, 6 mois, tu vas bûcher, et puis après, tu vas voir les résultats? Comment tu le vois dans les gens que tu as pu voir, dont tu as pu voir une progression dans l'organisation, la systématisation, etc. En fait, ça dépend effectivement de chaque personne, donc c'est difficile de répondre. Sur la compta, en général, les gens que je suis, je leur dis commencer par la compta. Enfin, en général, c'est des gens qui ont déjà plusieurs biens, donc ils ont beaucoup de factures. Je leur dis commencer par ça parce que ça prend pas énormément de temps. Avec ce logiciel, il faut le prendre en main. On va dire, allez, on se met une journée complète, 7 heures dessus, et à la fin des 7 heures, tout est automatisé. Donc c'est très très rapide, c'est quelque chose qui est vraiment très rapide. Pour la recherche de biens, la manière dont moi je l'utilise, alors c'est, on va dire, une manière très avancée, qui va être un peu plus complexe, mais il y a déjà des choses à mettre en place avant ça. Ne serait-ce, comme tu disais, d'utiliser Motorimo avec des alertes. C'est déjà une première chose, d'éviter de scroller sur le Bon Coin 200 annonces par jour, parce que c'est épuisant. Enfin, il y en a qui aiment faire ça et c'est ok, mais les gens que j'accompagne en général, c'est des gens qui n'ont pas le temps et qui veulent remplacer leur travail par l'immobilier, donc qui ont besoin d'une stratégie d'automatisation. Donc ils n'ont pas de temps à perdre sur le Bon Coin. Donc, il faut mettre en place un certain nombre de choses. Donc, on met en place un niveau 1, un niveau, on va dire, gratuit en plus, ça coûte rien, pour faire des outils de recherche. Le plus long, souvent, c'est de savoir ce qu'ils recherchent. Parce que souvent, il y a des gens qui veulent investir dans l'immobilier, mais je leur dis, mais vous cherchez quoi? Ah bah, je sais pas, des trucs là. Alors déjà, on va travailler sur qu'est-ce que tu recherches? Ouais. Une fois que tu sais ce que tu recherches, en général, tu le trouves. C'est un peu dans cet esprit-là. Donc là, on va dire l'itération, la mise en place, version 1, on va dire, version basique, elle est très rapide et pour moi, elle doit être faite dès le début. Ensuite, la mise en place version 2, ce que je constate, c'est que c'est quand même plus axé. Alors, c'est pas forcément des geeks, c'est pas forcément des ingénieurs ou des programmeurs, etc. Il faut quand même avoir un petit niveau technique pour quand même être efficace dessus. Il faut aimer ça surtout. Donc pour ceux qui l'ont fait, on va dire à haut niveau, c'est quelque chose qui va s'implémenter en se mettant dedans. Et avec l'itération erreur, c'est sur un mois, on peut mettre en place tout ce dont j'ai parlé, par exemple. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis 10 ans à mettre en place, mais au fur et à mesure. Enfin, j'ai pas passé 10 ans à faire ça, mais ça s'est fait au fur et à mesure. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui avant on mettait une semaine, maintenant on met 30 secondes, vraiment. Hein, c'est vraiment ce rapport-là avec l'IA. Donc
Donc c'est assez fou, quoi. Notamment lire les docs. Avant, il fallait se lire la doc complète, aller chercher les trucs, etc. Aujourd'hui, on balance la doc à une IA, on lui dit explique-moi comment faire, et elle va te le faire. Et je pense que dans 2 ou 3 ans, elle te générera même un tuto avec les clics de souris, quoi. Donc c'est formidable. Il faut utiliser toute la puissance de ces outils pour gagner du temps et se concentrer sur, encore une fois, pourquoi on fait de l'immobilier. Donc se concentrer sur sa zone de génie et pas sur la technique. Voilà. Faut le faire au début, mais ensuite laisser tourner, quoi. Ouais, non, mais c'est un super rappel et je pense que c'est clair que ça va être dans toutes les têtes à la sortie de cet épisode. En tout cas, moi, ça bouillonne beaucoup dans le cerveau là, en ce moment. Est-ce qu'il y a un truc qu'on a peut-être passé à travers ou un truc qu'on a oublié sur ces domaines, sur ce sujet-là, un truc à dire? Non, globalement, enfin, il y a plein d'autres choses dont on aurait pu parler. Ce que je peux inviter, parce que souvent on me demande effectivement les outils, etc. Bon, là j'ai donné un certain nombre d'outils pour les retrouver. J'ai écrit, enfin j'ai fait un petit livre qui sera gratuit, qui sera téléchargeable, où justement il y a tous les outils d'investisseurs immobiliers, donc soit des outils IA ou des outils d'organisation, et qui sont classés justement par thème, donc de la recherche de biens jusqu'à la comptabilité. Donc si j'en ai oublié, il y en aura certainement dans ce livre d'autres outils qui pourront servir pour d'autres utilisations. Là, on a surtout parlé de qu'est-ce que moi j'utilise aujourd'hui. Mais dans le livre un petit peu plus complet, il y a d'autres logiciels qui font des choses tout aussi formidables. Donc il est téléchargeable gratuitement sur mon site puissance.imo. Et puis ce que je te propose aussi, c'est que on puisse mettre en téléchargement pour les auditeurs tous les outils dont on a parlé aujourd'hui, avec les liens et le petit descriptif de ce qui est fait, et puis éventuellement le process que j'ai expliqué pour notamment la recherche de biens et comment on détecte les bonnes affaires. Donc voilà, comme ça les auditeurs pourront le télécharger et avoir pour ceux qui n'ont pas noté pendant l'épisode, vous pourrez aller retrouver les noms directement ici. Top, merci pour ça, ouais, merci pour eux et puis pour moi aussi. Du coup, c'est sympa, on va mettre ça du coup dans les liens sur la page de l'épisode pour pouvoir avoir accès. Tu le citais, le principal contact pour toi, si pour te contacter, c'est via le site puissance.imo pour te rejoindre. Voilà, on peut. J'ai les comptes sur les réseaux, Guillaume Artas, ARTAS, donc sur Instagram, Facebook, et sinon sur mon site puissance.imo aussi, il y a un formulaire de contact pour m'envoyer des messages. Excellent, merci beaucoup Guillaume pour ton temps encore aujourd'hui. Je t'en prie, avec plaisir. Et puis avec grand plaisir, si tu veux revenir sur un atelier pour peut-être voir une transversale, tu vois, genre une verticale plutôt, et voir de façon visuelle comment tout ça s'organise sur un des thèmes, ça sera vraiment super cool. De rentrer plus dans le détail, ouais, tout à fait. Là, l'idée c'était plutôt effectivement de parler ce qui est possible de faire, mais ensuite on peut se faire effectivement une version pratique avec comment on l'implémente. Bon, super. Un atelier bientôt en préparation alors, pour tous les abonnés. Merci beaucoup, Guillaume. On se voit, on se verra sûrement sur la route, parce qu'on n'est pas très loin géographiquement non plus. Exact. Merci vraiment, c'est super chouette. Mais je t'en prie. D'avoir tes insights. À bientôt. À bientôt, Bako. Salut, Guillaume. Salut.